enfin en tout cas le jour où celui-là valide une pattern de renversement haussier, pour moi c'est the signal de la alt season. C'est tout ce qui manque. Les capitaux qui reviennent sur ETH et un ETH qui surperforme BTC, on a une saison des alts. Qu'est-ce que tu en penses? Nos marchés, ils sont malades, ils sont pas malades? Est-ce qu'ils sont en meilleur état que moi? On en est où? Vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement c'est de faire le tour des marchés, de voir un petit peu où on en est. On va parler un peu des marchés tradis, on va parler des données, des données fondamentales des marchés traditionnels et puis bien sûr du marché crypto. On a eu un gros chiffre qui est sorti hier. Voilà, bon, l'idée, c'est globalement faire un petit peu le point avec tout le monde et de voir où on en est. Alors, j'ai un peu creusé le sujet. Quand tu regardes certaines composantes, il y a quand même quelques composantes qui permettent d'être optimiste, mais certains économistes expliquent aussi que souvent en janvier, et a priori c'était le cas hier, il y a des petites modifications de méthodologie, des réajustements saisonniers, qui fait que tu retrouves dans les chiffres de janvier un surplus qui n'était pas à présent dans les chiffres passés. Donc, c'est souvent ce qui arrive en janvier. Et c'est pourquoi, moi, le chiffre d'hier, je pars pas sur des histoires de seconde vague d'inflation. Rien, absolument rien ne dit qu'on part en seconde vague d'inflation. C'est juste une désinflation en pause. Et quand tu prends toutes tes métriques d'inflation temps réel, il n'y a pas celui que tout le monde connaît, c'est Trueflation, mais il n'y a pas que Trueflation. Mais tu prends basiquement Trueflation, tu as une belle corrélation entre l'inflation officielle et cet indice d'inflation temps réel. Février, c'est le drop. Sauf qu'attention, l'inflation de février, c'est le drop, mais elle est publiée en mars. Donc en fait, moi, je pense qu'on s'amuse à se faire peur. Je serais même pas surpris, en fait, que dès le PCE de... Ah oui, alors j'ai pu lire que ce rebond de l'inflation était dû, cette surchauffe était due à la guerre commerciale. La guerre commerciale, elle est même pas réelle encore et ça prend du temps. Et d'ailleurs, lors du premier mandat de Trump, elle n'avait pas eu d'effet inflationniste. Mais peu importe. Moi, alors aujourd'hui, il y a le PPI. Je sais pas, il sera peut-être pas bon, peu importe. Mais moi, je pense que même le PCE de la fin du mois de février, ne sera pas des dieux. Et en mars, j'ai vraiment une conviction forte qu'on aura des chiffres vraiment de reprise de la désinflation. On ne sera pas à 2%, même pas à 2,5%, mais ça va reprendre la direction du sud à un moment où plus personne va l'attendre. Donc voilà, il faut se remettre patience sur ce chiffre-là. Et tu as aussi certaines composantes, hier c'était n'importe quoi, je crois que c'est l'inflation de certains produits alimentaires qui est à plus 15, ça c'est complètement des réajustements saisonniers. Le taux d'inflation des assurances automobiles qui nous sort encore à plus 17, mais c'est ce qui fait depuis. Et ça, c'est pareil, ça peut être un réajustement début d'année. Bon, c'est tout ça un peu qui est. Donc, on verra, on verra le prochain mois si ça se confirme ou pas. Et moi, je pense qu'on aura le pessimisme est tel, je pense que qu'au contraire, on aura peut-être une bonne surprise. Et puis au final, puis je te redonne la parole. Au final, pour Bitcoin, ça le maintient en orange. Donc c'est vrai que c'est épuisant. On va partager des graphiques. C'est vrai que c'est épuisant. Mais quand on prend du recul, ce que fait Bitcoin sur ce cycle, c'est pas épuisant. C'est épuisant par le temps, mais en termes d'action des prix et de volatilité. Prenez le cycle de 2012, 2016 et même 2020, il y avait des drops beaucoup plus significatifs, des chasses à la liquidité de 35-40%. Alors, c'était peut-être plus rapide et du coup, on se reprenait verticalement. Ok, très bien. Mais là, finalement, c'est des impulsions de quelques semaines, des longs ranges, impulsions longs ranges. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, moi, d'entrée de jeu, je te dis, on a le temps, le cycle est long. Et tout à l'heure, je partagerai un graphique que j'ai envie de montrer sur cet aspect cyclique. Ok. Donc, la Fed, pour terminer, la Fed, pas de baisse de taux cette année, je n'y crois pas du tout. Les décisions de la Fed vont s'ajuster au cours de l'année en fonction des chiffres qui vont sortir. Et Et donc, tu vois, le graphique que tu montres là, qui est hyper intéressant, qui est le graphique de Trueflation. hmm. Tu vois le gros drop vertical qu'on a là récemment et la chute libre de Trueflation. Ouais, ici, Ça là. commence à partir de février. Ouais, ouais. Et ces chiffres de février, ça tombe en mars. C'est ça aussi que souvent, il y a une confusion, c'est que les personnes pensent que ce qu'on voit ici en février, c'est l'inflation de février. Ce qu'on voit ici en février, c'est l'inflation publiée en mars. Et parfois, il y a même 2 mois d'écart. Et sur le prix de l'énergie, les études montrent qu'il y a 3 mois d'écart. Donc, il faut être patient. Voilà, donc moi je ne m'inquiète pas. C'est sûr que si là on se fait 4 mois consécutifs de surchauffe, on va commencer à s'inquiéter. Mais rien ne l'indique, en tout cas dans les flux temps réels. Je reste confiant, mais même au-delà de tous ces aspects fondamentaux, juste
Juste sur Bitcoin, en fait, d'un point de vue cyclique, il n'y a pas de décrochage de cycle. En fait, je sais que le stress ambiant, la morosité ambiante qu'on semble percevoir, elle vient de 3 facteurs. Elle vient déjà du fait de la structure graphique de Bitcoin. Ces phases d'impulsion très courtes et ces longs ranges, ça épuise, parce que dans les gens font n'importe quoi, et tous les traders à levier se font déglinguer, quoi. La deuxième morosité, le deuxième aspect, il vient du fait que, en général, lorsqu'on raisonne en termes cycliques, on a surtout en tête le cycle précédent. Et on sait désynchroniser complètement du cycle précédent, quelles que soient les métriques de comparaison. Donc déjà, ça en a douché certains qui pensaient qu'on allait pumper fin janvier, début février. Ça avait été le cas sur le BNB, sur ETH, on n'a pas fait pareil. Et puis, et le troisième aspect des choses, c'est le fait que la grande majorité des alts soient revenus sous le plus bas du 6 novembre. Donc tu prends ces 3 facteurs, c'est ce qui douche un peu tout le monde. Mais tu me diras dès que je peux partager un graphique, mais sur cet aspect cyclique, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Voilà, ici, il y a plein de façons de comparer les cycles. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est déterminer selon 4 critères les durées de fin de cycle précédent. Donc, au bout de combien de jours le cycle s'est terminé en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le halving, depuis le vrai breakout de l'ex-ATH, c'est-à-dire après le breakout post-halving, pas le faux breakout que nous on a fait avant le halving. Combien de temps s'est fini le cycle en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le record de l'ancien cycle et le point bas du précédent bear market. 2012, c'est le cycle le plus court. Si on prend le critère principal, pour moi le critère principal c'est le halving, parce que il n'y a pas de cycle de 4 ans sans halving. Le cycle de 2012, il s'est terminé 366 jours après le halving. Ici, je vous propose une moyenne. Cette moyenne, je l'ai fait sur 2012, 2016, 2020. Mais j'aurais pu me contenter de 2016, 2020, parce que 2012 est loin. Mais malgré tout, j'intègre 2012, ce qui nous fait une moyenne plus basse. Et ben, même en tenant compte de cette moyenne plus basse, on est très loin des métriques moyennes. Si on avait fini le cycle ici, imaginons on a fait le point haut le 20 janvier à 109 000 $. Donc là, c'est les métriques d'aujourd'hui. Hein. Donc le 20 janvier, on était encore bien. Jamais on a fini un cycle 250 jours après le halving. Je pense que ce qui épuise un peu les nerfs, c'est qu'on a des impulsions hyper courtes qui durent 3-4 semaines et on se tape un gros range où là, tout le monde fait n'importe quoi. Une impulsion très courte, on se tape un gros range. Alors là, l'impulsion est encore plus courte et encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Impulsion, bon, là, c'était un peu plus significatif. Encore un long range. Impulsion, et là, le range de 8 mois où on a perdu tout le monde. Enfin, on a surtout perdu les alts. On a perdu tout le monde. C'est vrai que là, avec la victoire de Trump, tout le monde s'attendait à voir dans les 3 jours la réserve nationale, les achats, tout ça, la validation des ETF dans la semaine. Enfin, il y avait des attentes folles. Ben, le Bitcoin nous a refait le même coup, parce que non seulement on n'a pas eu, ça se met en place, mais ça va prendre du temps, mais il nous a refait le même coup. Une impulsion, elle a même pas duré 3 semaines. On a fait quoi? 6-7 novembre. Et en fait, on a commencé à plus rien faire dès le 22 novembre, et c'était poussif sur la fin. Donc, on a eu 2 semaines, et là, on se retape un range. C'est une façon d'évoluer qui, je pense, va durer jusqu'à la fin du cycle. Et dans cette façon d'évoluer, parfois, on fait une petite chasse au stop en dessous, tu vois. Petite chasse, micro-chasse, vraie chasse. Donc, on peut éventuellement encore se faire peur, imaginons. Hein. Ça peut venir sortir des gens par ici. Par exemple, tu vois, là, il y a un point de liquidité ici intéressant. Tu prends cette mèche. Là, il y a un point de liquidité intéressant. Je me dis, si on doit vraiment savonner tout le monde et se faire un peu peur, c'est mécher comme ça. Et puis après, moi, j'ai quand même dans l'idée, j'ai quand même dans l'idée que le marché sera capable de nous faire un truc comme ça. Et c'est vrai que notre cycle actuel est en rouge, 2020 est en vert, 2016 est en orange, et on avait en fait depuis quelques semaines quelque chose assez synchronisé, et en fait nous on est flat. Donc ça aussi, ça explique un peu la déception pour ceux qui font la répétition de cycle. Mais on a quand même une certaine marge parce que tu vois que les 2 cycles faisaient une correction intermédiaire vers 340 jours après le halving, ça nous emmène fin mars. Alors effectivement, si d'ici fin mars, on est toujours calé dans le range, on va finir par s'exposer peut-être un truc un peu chiant, mais bon. Il y a une chose qu'on a remarqué, c'est quand on était à Cryptoxer avec l'équipe, on a vu pas mal de gens défiler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont démarré en fait dans les cryptos en 2020-2021.
Donc c'est vrai que leur référence de cycle, c'est ce dernier cycle-là. C'est ça. Et c'est un cycle où les Altes, en fait, avaient vraiment, vraiment beaucoup performé. Bah, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une vision un peu biaisée du cycle parce qu'on attend justement une performance des Altes qui pourrait finalement ne jamais arriver? Bah, en fait, la chose, c'est que ce qu'on appelle alors déjà Bitcoin, on fait de la répétition de cycle, mais c'est pas comme si on en avait 30 derrière nous, quoi. Imagine si on avait le même historique que le S&P 500, qu'on avait eu 10 ou 15 cycles. Là, on pourrait vraiment, tu sais, en tirer des. Mais la saison des altes, il y a eu combien de saisons des altes, en fait, dans les faits? Bah deux. Il y en a eu, mais vraiment deux, mais vraiment une qui a fait vibrer les gens. Et la première, ça restait un peu confidentiel quand même, par rapport à la grande masse. Hmm. Et au final, quand tu regardes la deuxième saison des Alpes qu'on a eue sur le cycle précédent, c'était une période exceptionnelle où tu avais, je crois, 50% de taux d'intérêt à zéro, un tiers de taux négatif. Donc, tu avais de la liquidité qui quittait les marchés traditionnels, plus tous les gens qui étaient chez eux, le confinement, etc. Donc, en fait, un effondrement de la dominance de Bitcoin comme on a eu sur le cycle précédent, je ne sais pas si ça peut encore arriver, sauf si vraiment on a un emballement, je sais pas moi, des ETF qui sont validés sur une dizaine d'altes et que vraiment les capitaux y vont massivement. Mais si ça devait arriver, tu sais quoi, moi je vois ça vraiment en bout de cycle, à un moment où plus personne l'attendra. Et là, on peut avoir une saison des altes. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, Pendant les lives, on parlait régulièrement, tu vois, des mêmes coins, du super cycle des mêmes coins. Et j'avais émis une petite alerte, hein, parce que ce marché crypto, il est quand même vachement contrariant. C'est qu'à partir du moment où on prend quelque chose pour acquis, c'est là qu'il faut se méfier. Et aujourd'hui, tu vois, le fait, et que tout le monde prend pour acquis le fait qu'il y aura une alt season. Et on ménage un petit peu les gens, malgré le fait que Bitcoin est surdominant, tu vois. Et c'est vrai que la logique voudrait que finalement, bah, on se concentre sur Bitcoin plutôt que sur les alts. Aujourd'hui, tant que les alts prouvent pas qu'ils ont de la performance à fournir, bah, il faut se concentrer sur Bitcoin, tu vois. Et Bitcoin, ma vision du cycle actuel d'il y a 2 ans à peu près, c'était on casse les 100 000 dollars, on fait un excès et on a fini le cycle. Aujourd'hui, on a cassé les 100 000 dollars, on a Ouais, fait un excès. c'est vrai. Est-ce que le cycle est fini? Je sais pas, mais on a envie d'y croire encore parce que justement, cette performance sur les alts, elle est toujours pas là. Et bon, il y en a quelques-uns qui ont quand même fait une des super belles performances. Hein. Solana, 8 dollars à 200, 295. On peut pas dire que c'est pas une performance. Il y a quelques alts qui ont fait des belles performances. Mantra, ça a été aussi assez dingue. Enfin, il y a quand même beaucoup d'alts qui ont fait des belles perfs. Mais on s'attendait tous à mieux. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas biaisé par rapport à ça et aujourd'hui, on n'est pas un peu, on se voile pas la face par rapport au fait que le cycle pourrait finalement être terminé. En Et fait, on voilà. est biaisé par le fait, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est on est biaisé par le timing du cycle précédent. Et c'est pour ça que tout le monde s'est fait piéger et chasser à la liquidité en début de semaine dernière. Parce que début février, c'était vraiment le décollage, si tu prends le cycle précédent, d'ETH et de BNB. ETH, BTC et BNB avaient explosé, et même le Dodge avait explosé fin janvier 2021. Donc, comme tout le monde jouait la répétition de cycle, bah, qu'on fait ce que j'appelle les mains fortes, les manipulateurs de marché, bah, ils sont allés chasser tout le monde au sud, quoi. Donc ça, c'est une Ouais. première chose. Ensuite, ensuite, tu as un cycle des taux d'intérêt et une tendance du dollar qui ont strictement rien à voir. Et justement, en fait, c'est intéressant parce que tout le monde jouait la répétition du timing du cycle précédent. On l'a pas eu. Maintenant, le consensus dominant qui s'installe serait le cycle est fini et il n'y aura pas de saison des altes. Et j'ai l'impression, comme c'est un marché hyper contrarien et de plus en plus manipulé entre ce que j'appelle des mains fortes, une sorte de consortium de manipulateurs qui voient où sont les liquidités, etc., et une masse de particuliers qui attendent des choses, on l'aura finalement là où on l'attend le moins. Donc ça, c'est vraiment toutes les datas Bitcoin depuis le tout début, hein, le jour 1. Souvent, quand tu cherches des statistiques de saisonnalité de Bitcoin, ça commence en 2013, en 2012, vraiment depuis le tout début. Et c'est vrai que sur le cycle précédent, le méga pump, ça avait été janvier, février, mars. Et même sur notre cycle à nous, si tu prends l'année 2023, le méga pump, ça avait été janvier, février, mars. Et puis après, mais si tu prends vraiment l'historique complet, tu te rends compte qu'en fait, c'est plutôt avril, mai et octobre, novembre. Octobre, novembre, ça, on sait. Donc, tu vois,
on a le temps en fait. Pourquoi pas avoir cette saison des Alpes sur avril-mai, là où plus personne l'attend. Si bien sûr d'ici là, imagine, il y a la paix en Europe, la désinflation reprend, il y a des choses plus concrètes qui vont arriver du côté de la régulation, des ETF, ça peut matcher avec ce timing-là. Donc non, moi je vais même te dire que plus je vois le pessimisme arriver, parce qu'on a un pessimisme de court terme, et tu vas voir que si là on se fait peur, qu'on va dans le bas du range, qu'on chasse un peu en dessous, alors là tout le monde va crier haut et fort, ça y est, on a fait le top en janvier, c'est fini, bear market. Et moi je vais presque aller jusqu'à dire que ça va me rassurer. Parce que si le comportement était contraire, si le comportement était du type c'est une opportunité d'achat à long terme, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, Ouais, tout à fait. et voilà, je vois ça comme ça en fait. Oui, je suis assez d'accord avec cette vision-là parce que d'un point de vue fondamental, on a quand même beaucoup de choses qui s'alignent et qui laissent à penser que sur le moyen long terme, en tout cas, on va plus haut. Ça, c'est indéniable. Tu sais, on est parti dans l'euphorie de novembre de la victoire de Trump, etc. Les plus optimistes partaient sur des targets, on va faire 1 million. Le problème, c'est que Bitcoin capitalise 2000 milliards de dollars. Tu prends les Magnificent Seven, chacun des Magnificent Seven, ça pèse 2000 milliards, quoi. Donc, ou un peu plus, mais bref, voilà. Donc, si un Bitcoin à 1 million de dollars, ça fait 10 000 milliards de capi, quoi. Non, ça fait beaucoup plus. Ça fait 20 000 milliards. Ouais. 20 000 milliards de capi. C'est-à-dire, c'est plus que les Magnificent Seven ensemble, et c'est plus que le gold. Donc, en fait, c'est juste irréaliste. Donc, on est parti de ça, là, tout le monde est maintenant, plus personne n'y croit. Après, on est revenu plus sur des targets 500, 600K, est-ce que c'est encore gérable et tout. Mais finalement, la cible théorique qui a toujours été là avant cette euphorie, c'était plutôt les 200. Et maintenant, on est en train de tomber plutôt dans l'approche. On a fait le sommet, on a fait le top à 109. Moi, je pense qu'on fera le top entre 150 et 200, quoi. Et quelque part dans la fin d'année. Le cross ETH BTC, ce sera le baromètre de la saison des altes. Et si tu prends en fait tout l'historique, là, je suis en échelle logarithmique. Tu peux regarder en fait cette longue phase ici entre 2017 et 2020. Donc on est parti de quoi, de juillet 2017 à 2020. On est sur 3 ans. Et la difficulté à l'époque qu'on avait eu de retourner la tendance, on avait dû faire une structure classique en chartiste, d'ailleurs un double bottom, un retest, un long retest, pour finalement passer. Et tu vois un peu, donc c'est pas une nouveauté. Et ce que je trouve intéressant en fait avec ce long drop, qui pour le coup a piégé tout le monde et moi le premier, c'est qu'au final on revient maintenant sur, en général, en ratio de Fibonacci, en analyse héliotiste. Quand tu prends par exemple ce qu'on appelle une vague 2, ça va jamais sous le 78,6 de retracement. Si ça casse, c'est qu'en fait, t'es pas en vague 2 ou que tu reviens à la case départ. Et je trouve intéressant le fait qu'on soit stable, qu'on ait fait une mèche ici et qu'on retrouve ce point de départ qui était volatile. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va repartir de la même façon. On va peut-être avoir besoin d'un double bottom. Ça, et repartir enfin. Mais je pense qu'au pire des cas, je vois bien quelque chose comme ça. Premier test, on tente quelque chose, tout le monde pense que c'est la bonne et on se refait peur, on rechasse tout le monde. Et bon, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on crée une pattern, qu'on franchisse un niveau. Je pense qu'on peut avoir une ligne de coup de pattern qui sera sûrement par ici. Et puis, et voilà. Imaginez qu'on construise un double creux et qu'on active un renversement haussier ici, par exemple. On se trouve quoi là? En juillet 2025. Il y a largement le temps. Donc, on est de toute façon plus proche, là pour le coup, c'est facile ce que je vais dire, plus proche de la fin de la peste que du début. On n'a pas pour autant de pattern. Enfin, en tout cas, le jour où celui-là valide une pattern de renversement haussier, pour moi, c'est the signal de la alt season. C'est tout ce qui manque. Les capitaux qui reviennent sur ETH et un ETH qui surperforme BTC, on a une saison des altes. Toujours est-il que les acteurs actuels qui sont présents dans le marché, ils sont plutôt en train de se mettre en mode défensif que vraiment de continuer à croire qu'on va repartir à la hausse, quoi. Alors après, il y a par rapport à ça, par rapport à ces capitaux en attente, hein, parce que ce sont des capitaux en attente. Je sais qu'à partir de la semaine prochaine, je crois, j'ai vu passer ça, à partir du 18 février, tu as 98% des clients d'FTX qui vont recevoir
leur cash. Ça fait un moment qu'on l'attend, ça. La semaine prochaine, ça a été annoncé il y a 2 jours, je crois. J'ai eu confirmation ce matin, mardi ou mercredi 18 février. Du coup, je regarde la date, ce sera quand? C'est mardi 18 ou le mardi 18. C'est d'un coup 98%. Donc ça va être un et je regardais, tu sais, le fameux plan B du stock to flow modèle qui nous annonce $1 million sur ce cycle, ou 500 000. Il s'est amusé à faire un sondage. J'ai trouvé ça intéressant. Il a interrogé en s'adressant, parce qu'il a 2 millions de followers, ceux qui sont remboursés, ceux qui vont recevoir l'argent d'FTX, le 18, qu'est-ce que vous allez faire? Et je crois, un bon tiers, un bon 40% qui dit acheter Bitcoin. Donald Trump vient d'annoncer des nouveaux tarifs douaniers. On n'est pas rendu. Ah oui? Pourquoi Je pour voyais l'Europe? l'euro-dollar qui repart un peu au sud et le DXY qui est en train de rebondir. Et je viens de voir la news là. Bon, après, je pense que on a plus ou moins compris comment il fonctionne. Il envoie Ouais. des phrases choc, il attend de voir comment ça réagit en face, et puis Oui, après, il voilà, c'est négocie. ça. Maintenant, tout le monde est habitué, donc ça va finir par plus produire d'effets, mais c'est quand même un personnage, si tu veux. Bon, hier, tu vois, il nous parle de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine qui dure 2 heures, plein de choses positives qui arrivent, etc. Potentiellement, il y a un accord économique États-Unis-Russie, on va faire plein de choses ensemble, etc. et tout. Après, il te parle de faire. C'est quand même son administre, enfin ses équipes à lui qui ont contribué au cessez-le-feu à Gaza, mais en même temps, il jette un peu d'huile sur le feu avec son histoire d'en faire une Côte d'Azur. Hier, il y avait une bonne nouvelle sur la guerre en Ukraine. Là, boum, il se lève le matin, il se réveille, il boit son café, il nous reparle de tarifs douaniers. Donc ça, ce sera quoi l'annonce demain? Ça va finir par perdre en impact. Et ça, c'est un peu dommage pour nous, parce que du coup, bon, est-ce qu'il est capable de sortir des trucs un peu dans tous les sens, jusqu'au jour où un jour il va nous tweeter, c'est bon, on va faire la réserve nationale en Bitcoin, et on n'y croira pas, quoi. Bon, bref. Bah, la réserve nationale, elle est. Alors, il y a beaucoup d'États qui sont en train de vraiment d'étudier la question très sérieusement, hein. Ouais, j'ai vu des États-Unis aussi, des États régionaux. Donc, il est probable que la réserve, elle se construise d'abord dans les États et qu'effectivement, derrière, peut-être qu'il y aura une réserve nationale, Mais mais en tout une cas, les question que je me États. pose, c'est que les États, ils ont l'autorité pour se la constituer, ou ils mettent en place quelque chose, mais il faut une autorisation fédérale. J'imagine que les États ont la main sur leur trésorerie, donc est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un accord du gouvernement central pour passer sa trésorerie du dollar au Bitcoin? Je saurais pas répondre. Je pense qu'ils ont l'autonomie, mais bon, ils vont peut-être aussi attendre que ça se fasse au niveau fédéral. Enfin, ouais, à suivre en tout cas. J'ai vu passer un montant comme quoi il y aurait autour de 25 milliards de dollars d'intention d'achat, mais je sais pas si, tu vois, j'ai l'impression que c'en est là, quoi. En tout cas, Vincent, je te remercie. C'était cool comme Ah, à chaque merci à fois. toi, c'était Un vrai sympa. plaisir. Et puis, je vous dis au revoir à tous et merci d'avoir été là avec nous pour regarder un petit peu les marchés. Belle demande et tenez le cap. Ouais, on va au nord. On va au nord. Allez, bonne journée à tous. Allez. Ciao.